Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo Nabiso abonnez-vous. Vous avez été entendu lorsque vous avez suivi les déroulements de travaux et même le dénouement, les différentes conclusions. Oui, nous sommes satisfaits d'avoir constaté que notre message a été pris en compte aussi par la plupart des participants, d'autant plus que lorsque vous lisez le rapport général de cette table ronde, on a repris parmi les recommandations ce que nous avions aussi adressé au titre de recommandations. Et donc, nous sommes satisfaits, sans oublier d'abord le fait que l'initiative en elle-même est à saluer, d'autant plus que nous sommes appelés à tout moment à nous mettre autour d'une table lorsqu'on se rend compte qu'il y a des petits problèmes qui peuvent perturber les vivre ensemble. Vous l'avez souligné, des petits problèmes. Est-ce que ça valait la peine, ce grand rendez-vous, mobiliser l'espace Grand Kasaï à travers les élus, par moments les exécutifs, donc les responsables de l'exécutif, mobiliser également le Grand Katanga. Est-ce que ça valait la peine que le chef de l'État y aille? Bon, je crois que il revient au chef de l'État lui-même de pouvoir donner plus de raisons qui l'ont justifié ou déterminé à y aller. Mais à mon avis, je pense qu'il a un mandat lui confié par le peuple congolais pour notamment jouer à l'arbitre, jouer à l'apaisement, s'assurer que ce genre de problèmes, lorsqu'ils se produisent dans notre société, il y a déjà la mobilisation des énergies au niveau de l'État avec l'ensemble des autres acteurs pour réfléchir, trouver des solutions, engager les différents moyens économiques, sociaux, financiers, pourquoi pas politiques, de sorte à les prévenir. Et donc, à mon avis, je trouve que sa présence était aussi indispensable. On en vient à votre lecture de Akage par rapport aux résolutions de cette table ronde. Dans ces différents points, il y en a qui ne sont pas d'accord avec certaines conclusions qui nous ramènent à l'époque du feu maréchal Mobutu du Zaïre, la feuille de route, et que sais-je encore, peut-être pour freiner l'exode rural quand on sait que les vraies causes de cet exode rural ou de ce déplacement massif, c'est donc la situation économique. Socio-économique. Oui, socio-économique difficile. Pourquoi on joue la politique c'est la deuxième préoccupation. Le gouvernement joue et les institutions jouent la politique de l'autruche. On ne se regarde pas en face au lieu de relever la MIBA qu'on a tué par des politiciens, qu'on a asphyxié, au lieu de la relever, on commence à gérer les conséquences. Ouais. J'ai suivi aussi la lecture du rapport, des conclusions, recommandations. Je crois que par rapport à la question, à la recommandation relative à la feuille de route, notre position est claire. C'est qu'il revient au Parlement seul de pouvoir légiférer. Parce que l'article 30 de la Constitution, qui pose les principes de la libre circulation des citoyens à travers le territoire national, pose
dans son dernier alinéa, la nécessité d'adopter une loi devant fixer les modalités d'application de ces principes. Et donc, nous disons, il ne revient pas... C'est le Sénat qui est plus concerné parce que c'est l'émanation Non, pas le Sénat, c'est provinces. toujours tout l'ensemble du Parlement. Le Sénat pourra intervenir en tant que la deuxième chambre, mais le Parlement doit adopter cette loi pour définir ses modalités. Et donc, il ne revient pas à une autre structure ou une assemblée quelconque de pouvoir déjà définir ces modalités. Ça risque de donner l'impression qu'on voudrait se substituer au travail du Parlement. Et cela veut tout simplement dire que cette modalité ne peut pas être appliquée à ce jour. Il faudrait attendre. Lorsque le projet de loi fera l'objet de discussions, si elle est adoptée, à ce moment-là, elle pourra s'appliquer à tout le monde. Mais pour le moment, je vous dis, nous, en tant que légalistes, nous considérons que c'est une recommandation, c'est une intention exprimée par les participants à la table ronde. Peut-être qu'ils avaient perdu de vue que pareille recommandation rentrerait dans les prérogatives exclusives du Parlement, mais je sais que ça ne devra pas s'appliquer à cet instant parce que ne résultant pas d'une loi adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République pour que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Mais pour le reste, en ce qui concerne la nécessité de relancer les activités, créer les opportunités à caractère économique, social, nous l'avons dit. Avant la table ronde, bien sûr, et nous sommes contents de ça. Il faut qu'on restitue le poumon économique voilà. de ça, nous voyons les choses sur le plan national. Parce que ce qui se pose aujourd'hui entre les deux espaces qui sont voisins, l'espace Katanga, Kasaïen, se passe aussi dans d'autres provinces. Ça se passe aussi même à l'intérieur de certaines provinces, nous le savons, entre des territoires. Qui est aussi saturé par... Kinshasa est saturé. Qui viennent à pied, aujourd'hui, on parle par pirogue, plus de 13 millions. Sur vélo. Alors, le vrai problème, c'est d'envisager des actions concrètes et rapides pour lutter contre la pauvreté qui a gagné tous nos territoires, nos chefferies, nos groupements. La plupart des villes de notre pays. Donc il reste aujourd'hui 2 ou 3 pôles qui concentrent les restes de peu d'activités socio-économiques et qui attirent tout le monde, qui attirent tous les jeunes. Nous avons, selon les indications que nous avons eues, plus de 30 millions de jeunes qui sont à la recherche du travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne trouvent pas d'opportunité là où ils sont? Bref, ce sont ces opportunités qui peuvent leur permettre de se faire rémunérer, d'engager leurs perspectives d'avenir avec beaucoup de certitudes, qui pourront contribuer à leur sédentarisation dans les milieux où ils se trouvent. Si on ne résout pas ça, on pourra beau adopter des lois qui vont imposer X, Y modalités, mais ça ne va pas résoudre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe et les États-Unis. Mais les gens, en dépit du fait que la mer est devenue un cimetière, mais les Africains, les jeunes, ne se résignent pas à pouvoir s'embarquer dans toutes sortes d'aventures qui s'offrent devant eux pour gagner l'Occident à la recherche du bien vivre. Tout cela, c'est parce que les jeunes ne trouvent pas d'opportunités en Afrique. Donc, n'agissons pas comme les autres ailleurs, recréons d'abord ces conditions, mais tout en faisant accompagner la consolidation de l'autorité de l'État, partout. Ça veut tout simplement dire que tout le monde doit se sentir être soumis à la loi et respecter les lois, sachant que lorsque vous violez la loi, vous allez vous exposer à des sanctions. Je crois qu'avec ça, nous pourrons, d'ici 1 année, 2 ans, rétablir la sérénité,
renforcer la solidarité, pourquoi pas, mais aussi contribuer à vivre ensemble, à cette cohabitation pacifique entre les tribus et les communautés. Mais à cela s'ajoute la vigilance de nous tous. Ça veut dire les acteurs politiques, les responsables de l'État, la justice, les services de sécurité, les acteurs religieux, sociaux, les acteurs économiques et culturels. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas quelques-uns parmi nous qui chercheraient à surfer sur cette misère, sur cette pauvreté, pour en faire au moins un argument de repositionnement politique. C'est-à-dire attiser... que nous commençons à regarder les échéances électorales de 2023. Les pêcheurs à nos troubles veulent bien capitaliser. Et donc, ce genre de personnes doivent faire l'objet de dénonciations par nous tous. Est-ce que, quel que soit leur bord, nous devons contribuer à la déconstruction de ce genre de discours, les discours d'appel à la haine. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les autres hypothèses qui sont nécessaires pour résoudre les problèmes, mais ça aussi, ça fait partie parce qu'il faut décourager ces pécheurs en nos troubles. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous proposez comme accage à ceux qui dirigent, quand on sait que les services de renseignement, services de sécurité sont bien informés sur ces pyromanes et leur mode opératoire, les laisser opérer et venir gérer les conséquences? Il faut anticiper. Ou les mettre devant la rigueur de la loi, même quand les tribus et les villages viendraient pour faire des déclarations? Non, il faut agir sur les deux tableaux. La prévention, l'anticipation. Dans la prévention, il faut aussi considérer qu'il y a une sous-composante, l'éducation, sensibilisation. Ça, c'est principalement le travail des organisations de la société civile, des églises, qui doivent s'investir, les acteurs culturels, qui doivent par leur chant, par leur théâtre, parmi sensibiliser. Les prédicateurs, il y a plus de pyromanes. Ah mais si ceux-là démissionnent ou transforment leur position pour se poser finalement en pyromane, mais il y a le deuxième tableau sur lequel l'État doit jouer, c'est la répression. Il faut réprimer pour à la fois lancer les messages, un avertissement aux autres potentiels pyromanes qui doivent savoir que la République démocratique du Congo est un État de droit démocratique. Certes, la liberté d'expression, d'opinion est reconnue, garantie à tous, mais cette liberté doit s'employer avec responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser votre liberté d'expression pour mettre du feu à la case. À ce moment-là, la justice doit s'occuper de vous. Le juge aura des oreilles, en fait, aura du mal à écouter des choses comme ne touchez pas à notre frère, ne touchez pas à notre soeur. Non, le juge, lui, est censé, lorsque il accomplit son action d'administrer la justice, de dire le droit, il est censé fermer ses oreilles par rapport à toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'interférences ou de pressions. Il ne peut pas écouter. ACAJ est la première organisation non gouvernementale à faire déclaration, non, le respect des droits de l'homme, voilà. Non, mais le respect des droits de l'homme ne voudrait pas dire que lorsque quelqu'un viole les lois, qu'il jouisse de l'impunité. Le fait pour la justice d'appliquer la loi rentre dans cette mission, dans l'obligation de l'État d'assurer la protection des victimes, des personnes qui auraient été touchées ou lésées, frustrées par les propos ou les actes posés par la personne poursuivie. Si l'État, à travers son entité justice, ne le fait pas, n'agit pas, l'État à ce moment-là devient coupable. Pourquoi? Parce qu'il néglige la nécessité de rétablir la victime dans ses droits. Donc,
l'exercice des libertés publiques, des libertés individuelles, s'accompagne toujours de la responsabilité et chacun doit savoir que l'exercice de ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre, les droits des autres. Et je dois le faire tout en respectant. Et d'ailleurs, c'est ça ce que dit la loi. Je dois exercer ma liberté tout en respectant l'ordre public, les bonnes mœurs. Lorsque l'ordre public vous dit vous ne devez pas utiliser votre micro, votre caméra, pour inciter les gens, par exemple, à la haine tribale ou ethnique contre les autres, et vous le faites, à ce moment-là, c'est un exercice irresponsable de la liberté publique et la justice pourra s'occuper de vous. Et là, nous, la CAJ, on ne pourra jamais alors reprocher à la justice d'avoir fait son travail. Donc, dans notre mission, même quand j'étais à Lubumbashi, j'ai parlé avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de participants. Je n'ai pas cessé de rappeler cette évidence en disant il faut que chacun sache utiliser sa liberté, jouir de ses droits tout en respectant l'ordre public, tout en respectant les droits des autres et protéger les vivre ensemble. Les vivre ensemble, mais fait partie de l'ordre public. Lorsque vous mettez devant un auditoire en train d'haranguer les gens pour pousser les gens à s'attaquer contre X, Y à cause de son appartenance soit raciale, tribale ou ethnique ou régionale, vous vous exposez. Alors, lorsque nous avons des reproches contre l'État parce que l'État n'arrive pas à accomplir ses devoirs vis-à-vis des citoyens, notamment de contribuer à créer des opportunités pour tout le monde, pour tous les jeunes. Nous devons nous en prendre à l'État. Ne cherchons pas à nous en prendre à ceux qui sont dans la situation des victimes. Voilà ce que les messages que nous n'avons cessé de faire passer. Et pour le moment, je crois que les médias, la société civile, nous devons tous surveiller maintenant la mise en œuvre de recommandations les plus utiles qui ont été adoptées, notamment la nécessité pour l'État d'agir, de créer. Il y a les programmes du développement de 145 territoires. Nous encourageons ça. C'est parmi des solutions. Il y a urgence de mettre en œuvre ce programme. Exact. Et qu'il soit palpable, et que l'argent sorte. Sûr. Et qu'il y ait des travaux afin que les jeunes soient attirés par leur milieu d'origine. Exact. Leur milieu d'origine ou leur milieu, leur milieu d'habitation. L'habitation. Ils doivent construire, développer leur milieu, rendre leur milieu aussi attractif par rapport aux autres Congolais qui peuvent aller y passer des jours, par exemple, en termes de vacances. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il faut se concentrer en un seul endroit pour ainsi créer le bonheur de tout le monde. Non, ça, je crois que nous devons, aux responsables politiques, les médias, nous les responsables de la société civile, des religieux, de nous investir dans cette sensibilisation. Mais nous faisons la sensibilisation, nous devons exercer davantage de pression sur le gouvernement pour que les volets économiques, volets financiers ne puissent pas être négligés. Il est plus que temps pour que le gouvernement passe du discours aux actes concrets par rapport au programme de développement des 145 territoires dont nous pensons être vraiment faire partie des solutions à donner, non seulement pour l'espace Kasaï, mais pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La pauvreté, aujourd'hui, se partage à travers toute la République. Nous qui voyageons, nous savons. Nous ne devons pas lire les choses à travers seulement les grandes agglomérations ou les chefs-lieux de certaines provinces où il y a quelques activités. Des activités d'ailleurs qui sont pratiquement en informel. En informel. Alors, en informel, vous sentez que l'économie est entre les mains des étrangers qui décident de quoi nous devons être gavés comme nourriture
Mais nous et continuons de à quelle les qualité, vivre. et tout ça, voilà. Nous continuons à les vivre. Nous avons vu ici pour la réduction des prix des produits de première nécessité. Le gouvernement avait décidé d'élaguer un certain nombre de frais jugés inutiles et inopportuns. Mais ces opérateurs économiques ont désobéi, se sont montrés récalcitrants, ont refusé catégoriquement d'appliquer la vraie structure. Qu'est-ce qui, avions même qu'est-ce qui rend faible notre État vis-à-vis même des citoyens Deux choses. de troisième zone dans leur pays? Mais deux choses. Mais ici, les tout-puissants. Pourquoi l'État est faible? Mais l'État est faible parce que ces animateurs n'arrivent pas à relever les défis. C'est-à-dire quoi? Ils mettent dans les poches l'argent venant de ces opérateurs économiques? Mais vous savez que nous héritons, nous sommes là dans un système qui s'est développé depuis plusieurs années. Et tous les architectes de ces systèmes sont encore là. Certains sont dans le monde des business, d'autres sont dans l'appareil au sein de l'appareil de l'État. Et ce sont ces gens qui continuent au moins à tirer les ficelles de leur côté, qui empêchent tout simplement à ce que l'économie congolaise ne puisse devenir l'affaire des Congolais. Alors, on oublie. Ils encouragent. Est-ce qu'ils ont évoqué le problème au cours de cette table ronde? Ils ont évoqué le problème de la pauvreté. Bien sûr. Sans le développement à la base à travers 145 territoires, c'est bien beau, c'est louable, il faut que ça commence. Mais il y a aussi un problème. La pauvreté. Les multinationales pompent les minéraux à l'état brut et ça part. Mais ça part. Mais vous savez qu'est-ce qui nous revient? L'État se débrouille avec les moyens de bord pour résoudre les problèmes. C'est ça. Mais les grands médias à l'extérieur ne parlent que de tels qui se retrouvent. Mais on ne parle pas de ces multinationales. On rase les richesses. Dans le Grand Katanga, on rase les richesses. Non. Ça part. Mais le peuple reste mendié. Non, je crois qu'il faut quand même nuancer parce que les médias, que ce soit les médias nationaux, internationaux, en parlent. Et en parlent depuis des années. Moi-même, j'ai l'expérience, c'est depuis 1998 que nous étions dans des actions de mobilisation, que ce soit au pays, à l'étranger, et nous sommes toujours accompagnés par ces médias pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Mais ça reste au niveau du verbe. Oui, je le sais. C'est le slogan. Je le sais. Doumbouya, en Guinée-Conakry, ouais. Il vient de prendre la décision. Exact. Il les a appelés. Il dit, désormais, vous ne transformez pas les matières premières ici. Voilà. Il n'y a pas de raffinerie. On vous retire l'agrément. On vous retire l'agrément. Tout à fait. Bon, je crois, opération de situation ou quoi. Mais le problème qu'il pose est vrai. Voilà. Pourquoi nous sommes faibles? Je crois que nous sommes... pourquoi nous sommes faibles? En fait, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais j'ai avancé une des raisons ici, c'est que ceux qui doivent agir comme acteurs dans la recherche de la récupération de tous ces biens du peuple congolais, ils sont déjà impliqués dès le départ. Malheureusement, ils apparaissent comme des représentants de l'État qui vont aller à la table de négociation ou qui doivent se pencher sur le dossier pour prendre ce genre de décision, mais il se fait qu'ils se retrouvent aussi dans les coups avec ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. C'est déjà là un premier handicap. Vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de projets sur lesquels on a annoncé la relecture, la révisitation des contrats. Mais ça traîne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des complices. Des complices dont la plupart se recrutent dans l'appareil de l'État. Alors que chargés pour aider l'État à rentrer dans ses droits, ils se transforment en profiteurs, en complices des autres. Pourquoi? Parce qu'on lui fait des propositions de gagner autant et ils acceptent facilement. Aujourd'hui, vous savez... Dans l'ancien district du Haut-Tuélé, ouais. L'actuelle province, à Doko, un aéroport,
les lingots d'or, quand ça vient de l'usine, direction Entebbe. Entebbe, c'est pas Dubaï, Suisse. Bon, je connais pas la chaîne. Alors, mais Kinshasa, est-ce que Kinshasa connaît combien c'est pompé? Est-ce qu'il y a vraiment des représentants de Kinshasa là qui connaissent l'OCC et les autres services compétents pour savoir qu'est-ce qu'on amène de notre pays vers l'extérieur? Pourquoi cet or ne peut pas passer par Kinshasa? Kinshasa devient la plaque tournante. Mais pour ne pas amener la joie dans l'Afrique, la communauté est-africaine. Pourquoi, quand c'est fait là-bas dans le Grand Katanga, tout passe par la Zambie et ça part? Mais je vous donne un exemple. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers en mettant sur la table 2 éléments vérifiables. Vous savez que de Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam, on est dans les 2400 km. Lubumbashi jusqu'à Banana, on est aux alentours aussi de 2400 km. Mais aujourd'hui, toute la production minière de Lualaba, du Katanga, de Lomami, ça passe toujours par la même voie de l'Afrique australe. Et ça abîme également les routes, parce qu'à bord des camions, voilà. On a laissé la SNCC à côté. Il y a des gens qui ont tué la SNCC pour se faire de l'argent avec leur compagnie, avec leurs camions de transport. Ça veut dire que si nous voudrons que nos minéraux puissent réellement profiter à notre pays, pourquoi pas relancer la SNCC? Pourquoi pas construire la route qui partirait de Katanga jusqu'à Banana pour faciliter les mêmes mouvements? De telle sorte que quand cette route est construite, elle va entraîner d'autres activités. Est-ce que la décision d'adhérer et ça va donner du travail aux jeunes tout au long de l'Afrique de l'Est, toutes les provinces. Est-ce que ça a été une bonne décision quand on sait que à l'intérieur, on n'a pas assez de routes, à l'intérieur, on a des difficultés, les provinces ne sont pas reliées? Est-ce que ça a été une bonne décision? Est-ce que notre adhésion à cette communauté économique, ça ne sera pas au bénéfice ou au profit d'autres pays de cette parce qu'on a déjà adhéré. On ne peut plus reculer. Ce qu'il faut proposer aujourd'hui, c'est sur quoi tous nous devons travailler et faire des pressions sur le gouvernement, c'est doter les moyens nécessaires, la capacité qu'il faut en termes d'infrastructures, comme vous le dites, en termes de moyens financiers à la République pour nous permettre de faire face dans cette concurrence. Sinon, nous allons devenir tout simplement un marché où tous les autres vont se déverser sur nous et nous serons encore les perdants. C'est ça la crainte. Mais si nous ne le faisons pas, nous avons encore 6 mois pour ratifier. Mais il faut travailler. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte que des querelles du genre de ce que nous entendons, des gens se battent pour des postes, etc. Les Congolais, nous devons abandonner cela, nous occuper de ce qui est essentiel pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, la misère, la pauvreté à travers tous les territoires nationaux, ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance qui avait été déjà dénoncée il y a, après, je crois, il y a 20 ans, 10 ans en arrière. Mais les leaders politiques, les gestionnaires, les décideurs n'avaient jamais entendu. Nous espérons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui pourront le devenir d'ici 2023, entendront au moins ces cris de détresse pour dire instaurons un système de gouvernance qui respecte, qui peut au moins rassurer l'avenir aux jeunes, l'avenir aux générations futures. Ne nous contentons pas seulement de ce que nous-mêmes nous gagnons maintenant, parce que j'entends les gens dire, moi je vais en politique, c'est pour me faire les moyens. Je vais me faire élire en tant que député, c'est pour bien vivre pour moi et pour ma famille. Mais il faut regarder aussi les pays, il faut regarder les autres.
ne faut pas qu'on s'engouffre comme ça dans la logique tout simplement d'individualisme. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être leader pour penser soi-même gagner et faire gagner seulement les membres de sa famille politique ou biologique. Il faut faire gagner à l'ensemble de la nation, au pays tout entier. C'est ce qui vous rendra très fort et ça va vous faire entrer dans l'histoire. Au regard de ce tableau, tout devient prioritaire au Congo. Mais il y a moins de moyens. Tout Ce doit être pays prioritaire, a besoin des milliards. Exact. Nous endetter jusqu'aux ongles. Les besoins sont énormes. Mais est-ce qu'on s'est dit la vérité, dirigeants et peuple? Est-ce qu'on s'est dit la vérité? Alors, mais vous savez que... Beaucoup de besoins, moins de moyens, Ouais. mais on laisse le peuple s'entre-déchirer dans le tribalisme, dans les injures, dans les futilités. Alors que le pays est pillé de manière moderne par ceux qui croient que nous sommes les mauvais gouvernants. Ils amènent nos richesses et ils nous donnent des leçons. Mais Fabien, je vous rapporte quelque chose. Moi, quand j'étais, par exemple, à Lubumbashi, ou quand je vais dans beaucoup de provinces, dans mes activités de monitoring ou animer des ateliers, quand je parle avec des jeunes, qu'est-ce que les jeunes demandent? Les jeunes demandent tout simplement d'avoir un environnement socio-économique qui peut leur permettre de se construire un avenir. Ils ne demandent pas, ils ne sont pas contents d'entendre que les leaders qui doivent s'asseoir autour d'une table, qui doivent réfléchir sur les moyens à mettre en mouvement pour leur offrir cet avenir-là, sont en train de s'entre-déchirer. Ou montent d'autres scénarios tout simplement pour distraire ou faire embrigader les jeunes dans des affrontements, dans des violences. Ils ne sont pas contents. Ils disent que mais jusqu'où et jusqu'à quand notre avenir sera-t-il toujours mis en danger? Et donc, les leaders, nous les interpellons davantage. Leaders politiques, principalement, leaders religieux, ceux qui ont la possibilité de prendre la parole et d'avoir de l'influence sur notre population, de changer leur discours, de les préparer, les présenter, les construire tout simplement dans le sens de rechercher les biens communs, de provoquer entre les Congolais et les Congolaises au moins cet esprit de solidarité. C'est-à-dire de sorte que lorsque nos compatriotes de Rutshuru sont en détresse, il faudrait que nous qui sommes à Kinshasa, vous qui êtes à Matadi, qui êtes, je ne sais pas, à Bumba, où vous devez vous sentir concernés et proposer des solutions, leur apporter une assistance et frapper sur le gouvernement pour dire trouver rapidement des solutions pour nos compatriotes qui sont en détresse à Rutshuru. Donc nous devons abandonner cette guerre de nous tirailler inutilement. Ça nous fait perdre du temps et ce n'est pas le pays qui en sort grand. Ici à l'océan, toutes les années, les barils, c'est 50 000 barils par jour. Voilà. En offshore et en onshore. Et un navire vient, il pompe, il part. Je ne sais pas s'il y a un Congolais qui met son nez là-bas, qui connaît le nombre de barils. C'est parmi Toutes les années, c'est toujours comme ça. Depuis Chevron jusqu'à Pérédoro. Alors finalement, est-ce qu'on nous dit la vérité? On ne dit pas la vérité parce que je soulève... 50 000 barils par jour, offshore, onshore. Toutes les années. Je vais terminer peut-être par là. Mais aujourd'hui, on est en train de construire, on est tous engagés dans la construction du port à eau profonde. C'est une bonne chose, c'est un bon ouvrage. Mais est-ce que nous nous posons la question, où savons-nous qu'est-ce que nous, les Congolais, nous pourrons envoyer en exportation, qui pourra passer par ce port-là, pour que notre port puisse être attractif. Ou nous le construirons tout simplement pour continuer à importer. Alors nous sommes quel peuple? Voilà le moment où nous devons réfléchir en disant nous allons mettre beaucoup de moyens parce qu'on s'endette des milliards pour construire ces ports. Mais comment allons-nous rentrer dans nos frais? Capitaliser. On va capitaliser. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Voilà sur quoi nous devons travailler maintenant, sur la production interne. Je termine, nous parlons de plus en plus de l'industrialisation entre la RDC et la Zambie pour produire des batteries électriques.
dont les composantes sont notamment les lithium. Est-ce que nous savons ce qui se passe réellement sur les mines de Manono qui regorgent le lithium? Qui en sont propriétaires aujourd'hui? Est-ce que l'État congolais a-t-il encore la main mise sur cette mine? Quel est le pourcentage, sa part, au nom du peuple congolais? Voilà les questions les plus importantes. Entre-temps, la jeunesse qu'on oppose chante les louanges des hommes, les louanges des femmes. Voilà, c'est malheureux. Merci, Georges Kapiamba. C'est moi qui vous remercie. Kabila betaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. makambo Kisasa etambola kawa bango bayebi na bango te yo osala report na Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. biloko ezobana monoko ya bato ekotalisa yo bato ya motindo nini baokamba mboka. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo na biso